Rome, en l'église Sainte-Marie-Majeure, la princesse Irène des Pays-Bas et le prince Hugues de Bourbon-Parme ont uni leur sort devant un parterre de partisans carlistes venus tout exprès de Catalogne et de Navarre. La maison d'Orange n'ayant pas approuvé le mariage, aucun souverain n'assistait à la cérémonie. Pourtant, les ponts avec la Haye ne sont pas définitivement rompus et l'on murmure qu'un jour, sans doute, le cœur l'emportera sur la raison d'État. Cependant, l'anniversaire de la reine Juliana a donné au peuple hollandais l'occasion de manifester à la souveraine sa ferveur et son attachement. Du balcon du palais, dont les grilles avaient été ouvertes pour la circonstance, la famille royale, pour la première fois incomplète, a suivi de bout en bout la parade colorée et fleurie qui a duré 2 heures et demie. Avec le Festival de Cannes, s'est ouverte la bourse aux films. On y envoie les valeurs sûres que des millions de Français achètent dans les cinémas, Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura. Tandis que les producteurs piègent les directeurs de salle, les chasseurs d'images sont à l'affût de leurs proies habituelles. Le jury prend le frais avant le feu des délibérations. Un président réalisateur, Fritz Lang, un vice-président acteur, Charles Boyer, une vedette de la scène, Geneviève Page. Une augmentation au capital des festivités, un défilé de majorettes bien de chez nous. C'est M. Louis Jox, ministre d'État, qui inaugure ce 17e festival. 27 films sont en lice, il y aura 4 prix et un ticket d'or. Dès le premier jour, un industriel transalpin voulait vendre une médaille à l'effigie de Sophia Loren, mais Carlo Ponti n'a pas voulu. La Tour Eiffel est une grande coquette. Elle ne peut pas dissimuler son âge, mais elle cache ses aventures. Bien avant l'Eurovision, en 1945, une équipe d'alpinistes l'avait escaladée sans tambour ni trompette dans la plus pure tradition des montagnards, réalisant ainsi la véritable première de ce sommet parisien. Ils étaient 3, 2 garçons et une fille, dont on a depuis longtemps oublié les noms. Ils parvinrent jusqu'au 3e étage dans un temps record. C'était en décembre, c'était donc aussi une première hivernale. Ce fut peut-être celui-ci qui prit le plus de risques. Mais que dire de l'extraordinaire numéro réalisé quelques années plus tard par Rose Gold, sans filet, sans assurance aucune, à 200 mètres au-dessus du sol. Rose Gold, une nature qui n'avait pas horreur du vide. On peut toujours trouver un jour le grand. Comme leurs illustres ancêtres, ils sont de Calais, ils sont 5, ils sont jeunes, mais c'est à l'art qu'ils se sacrifient. Voici les bourgeois de Calais. On est heureux, on parle tout, bien de rien. Parmi tous nos amis, laisse-moi aujourd'hui te parler du copain qu'elle a choisi. Il n'est pas beau, mais il lui plaît, c'est le principal. Il est gentil, il est d'humeur toujours égale. Et quand il lui sourit, elle lui sourit aussi. Oui, voilà le copain qu'elle a choisi. Donne, tu verras bien, si c'est à toi qu'il tient. Donne l'amour, tourne les têtes. Dis-lui qu'un jour prochain, tu vas l'aimer. Mais s'il répond que ce jour-là est arrivé, tendrement dis-lui oui, qu'elle comprenne à demi que c'est lui le copain que tu as choisi. Une terre d'abondance, c'est l'image que donne aujourd'hui Israël après 17 ans d'existence. Et cette réussite fut le fait d'une population de seulement 3 millions d'habitants qui avait dû défendre sa jeune indépendance les armes à la main. Aujourd'hui, tout au long de ses quais,
Le port de Haïfa voit accoster des navires de toute nationalité venus charger les cargaisons d'agrumes, de phosphate et de potasse. Récemment, la cité en fête accueillait le Shalom, construit par les chantiers français et qui doit relier Israël au Nouveau Monde. Port international confirmé, Haïfa s'honore de posséder le seul métro du Moyen-Orient, également de réalisation française. Autant funiculaire que métro du reste, afin de grimper jusqu'au sommet des collines du Carmel. Mais Haïfa était le seul grand port d'Israël. On travaille à en édifier d'autres dans ce pays qui n'est qu'un immense chantier. Sur les bords de la mer Rouge, c'est Eilat, le point d'arrivée du pétrole iranien, où déjà des buildings ont poussé sur les sables. Aux portes du Negev, sur la Méditerranée, c'est Ashdod, véritable port de l'espoir puisque pour l'instant il n'a pour arrière-pays qu'un désert. Mais le désert fleurira, a dit Isaïe, et Ashdod a été prévu pour assurer un trafic de 4 millions de tonnes de marchandises par an. L'édification des digues, qui déjà trace le dessin du futur port, a fait appel aux techniques les plus modernes. Tel Aviv, la capitale, existe depuis 1909. Elle compte aujourd'hui 400 000 habitants. Ville neuve, centre d'affaires, cité pleine d'animation, où l'on parle plusieurs langues. La tradition fait ici bon ménage avec le New Look. Il convient de ne pas s'étonner de rencontrer au carrefour des femmes agents qui règlent la circulation, car Israël a fait de l'égalité des sexes une réalité absolue. Si absolue que toutes les jeunes filles de 18 ans sont tenues de répondre aux obligations militaires. Le fait d'être voué au maniement des armes n'empêche nullement ces mêmes jeunes filles de se tenir parfaitement au courant des derniers raffinements de la mode qui leur arrivent par avion de Paris. Mis à part le problème de sa défense, le grand problème d'Israël est celui de l'eau. Au bord de la mer Morte, réserve immense de produits chimiques, le Negev offre un paysage désolé. Et le Negev, c'est la moitié des terres d'Israël. À Beersheba, la patrie d'Abraham, un institut de recherche étudie les moyens de fertiliser ces sols arides et met au point l'art de faire pousser des salades sur du gravier. L'eau. Israël a entrepris de la faire venir du lac de Tibériade, tout au nord, vers les terres asséchées du sud. Et si ce projet a suscité tant de clameurs, c'est peut-être un peu à cause de la prospérité qui est au bout. À travers un tunnel creusé sous la montagne, les eaux déboucheront dans des canaux, puis continueront leur chemin par pipeline. Sous la garde vigilante de ces nouvelles Amazones, le pipeline progresse. Peu à peu, il multiplie le miracle de l'eau et fait jaillir sur la morne étendue des sables morts les couleurs de la vie. Kilomètre après kilomètre, voici que le désert a pris la teinte verte de l'espérance. Ici, le soleil lui-même a été contraint à des tâches domestiques. Par l'intermédiaire des miroirs solaires, il chauffe l'eau du kibbutz. Pour préserver les nouvelles générations d'un nouvel exil et de nouvelles humiliations, l'État d'Israël continue de mener le combat sur tous les fronts. Il donne au monde l'exemple d'une petite nation décidée à vivre, qui se bat avec un acharnement quotidien, un courage tranquille de tous les instants. Avec Lyon et Bordeaux en finale de la Coupe de France de football, les 40 000 spectateurs en ont eu pour leur argent, ambiance sur le terrain, ambiance dans les tribunes et soleil à gogo. Bref, un spectacle vivement apprécié par le Premier ministre, M. Georges Pompidou. Au début du match, M. Maurice Herzog, le supporter numéro 1 des Lyonnais, ne paraît pas très rassuré. Il a tort, les joueurs de Lyon ont le vent en poupe. Nestor Combin, l'homme qui fait gagner une équipe à lui tout seul, a la foudre au bout du pied. C'est de la même manière qu'il obtient le second but.
Voilà qui est fait. Une demi-heure de jeu, 2-0 pour les Lyonnais, et maintenant c'est le quitte ou double pour les Bordelais, mais ils n'ont pas de chance, Combin leur a donné les premiers coups, c'est au tour du gardien de but Aubourg de leur porter l'estocade en arrêtant toutes leurs attaques. Ruée des supporters, embrassade, tour d'honneur, en un seul match, Lyon a fait oublier à ses supporters ses déboires de la Coupe européenne des coupes, qu'il rejouera l'année prochaine grâce à sa victoire de Colombes. Il en est ainsi chaque année. À l'heure du Festival international du cinéma, Cannes est envahi par une nuée de jeunes personnes dotées d'une personnalité incontestable et qui dévoilent complaisamment les 1001 aspects de leur talent. Un sujet sur lequel, en tout bien tout honneur, les photographes s'étendent volontiers. Il y a aussi l'inévitable Miss Festival, et cette année, aux surprises, les dames peuvent aussi trouver matière à réflexion, sinon à comparaison désobligeante. À chaque jour suffit sa vedette. Comme à son habitude, Jane Mansfield a fait une arrivée discrète. Pour les besoins d'un rôle, Anthony Quinn a rompu avec les barbiers. Sur la croisette, la densité de vedettes au mètre carré est considérable. François Truffaut a présenté son dernier né, La peau douce, avec Jean de Sailly et Françoise d'Orléac. La nuit venue, le pôle d'attraction se transporte autour du palais du festival, où les invités, obscurs ou familiers de la soirée de gala, affrontent l'épreuve de la foule avant de subir celle du grand escalier. 2 fois par jour au moins, les préoccupations du festivalier se situent à la hauteur de l'estomac. La fréquence des cocktails lui permet d'éluder cette sordide question. Le 7e art serait-il le seul qui parfois nourrisse son homme ? On n'arrête pas le progrès. Voici 20 ans, on n'avait guère le choix au lycée qu'entre 3 ou 4 langues étrangères. Tout est changé. Au lycée pilote de Montgeron, par exemple, on peut apprendre le chinois. Mademoiselle, comment s'écrit la Chine? Ah, je vais vous l'écrire. Vous allez répéter après moi. Zhongguo. Zhongguo. Ceci signifie la nation du milieu. Zhong, qui veut dire milieu, dans la Chine antique, ça s'écrivait ainsi. Une forme ovale, divisée en plein milieu. Ensuite, le mot nation a une formation très intéressante aussi. Ceci signifie enclos. Donc, dans le mot nation, l'enclos signifie les 4 frontières. Zhongguo, Zhong signifie milieu, Guo, nation. La Chine s'appelle la nation du milieu. Et si maintenant j'ajoute le mot être humain, un être humain ou une personne de la Chine signifie le chinois ou les Chinois. 3, 4. Cette langue inhabituelle sous nos cieux requiert une pédagogie particulière. L'enseignement du chinois fait appel en effet au chant et, discipline insolite, à la danse. Et il faut bien cela pour assimiler les quelques 5000 caractères de cette belle langue. Spectaculaire et chaleureux fut l'accueil que le président Nasser avait réservé à M. Khrouchtchev lorsque celui-ci débarqua en visite officielle sur le sol égyptien. Au Caire, c'est une véritable réception à l'américaine qui attendait M. Khrouchtchev, dont le voyage avait pour but l'inauguration du barrage d'Assouan. Car pour l'homme de la rue, M. Khrouchtchev était celui qui avait apporté une richesse nouvelle à la vallée du Nil.
mai 1964. Le général de Gaulle, dont c'est la première sortie officielle après son opération, vient fleurir le tombeau du soldat inconnu. Hommage du président de la République à la mémoire de ceux qui sont tombés pendant la dernière guerre mondiale, une guerre qui s'achevait il y a 19 ans. Souvenons-nous de ce printemps 1945. Frappé de toutes parts, envahi de tous côtés, l'Allemagne nazie s'effondrait. Orgueil d'Hitler, l'invincible Wehrmacht n'était plus qu'une horde sur les chemins poussiéreux de la retraite. D'abandon en décrochage, de défaite en repli, l'heure du désastre avait sonné. Avec ses alliés, l'armée française retrouvée participait à la victoire et Berchtesgaden était occupée par la 2e DB de Leclerc. Le 7 mai, à Reims, dans une salle d'école, l'ennemi pliait le genou. Capitulant sans condition, le général Jodl mettait le point final à un combat qui n'avait plus de sens. Par centaines de milliers, lambeaux d'une nation dont 3 générations avaient été saignées à blanc, les vaincus allaient connaître à leur tour les barbelés des camps. 2 jours plus tard, à Berlin, les généraux alliés, Zhukov, Teder, Delattre, recevaient la reddition définitive. L'Allemagne hitlérienne terrassée se livrait à la merci de ses vainqueurs. Une minute qui avait coûté près de 5 années de larmes et de sang, d'angoisse et de deuil. Minute extraordinaire qui vit le général Keitel, du haut de sa morgue, reconnaître Delattre de Tassigny parmi ses vainqueurs. Le canon enfin s'était tu, la paix enfin reprenait ses droits grâce aux combattants alliés, grâce aux grands artisans de la victoire, Churchill, le vieux lion, Roosevelt, mort trop tôt, Staline et l'armée soviétique, Eisenhower, le chef suprême à l'Ouest, et Charles de Gaulle. Heure de triomphe, foule en délire tout entière dans la rue, tout entière à sa joie, sous un soleil plus vif et sous un ciel plus clair désormais. Ivresse de la paix revenue, de la lumière retrouvée après un long tunnel de 68 mois. Et parmi cette foule, un homme seul. Un homme qui, aux heures les plus douloureuses, incarna la France. Et que la France reconnaissante acclame en ce jour de victoire, Charles de Gaulle. C'était le 8 mai 1945. Sous la présidence de M. Gaston Palevski, le gala traditionnel et la publication du palmarès 64 ont clos le 17e festival de Cannes. Le Grand Prix revient au Parapluie de Cherbourg, le film de Jacques Demy, qui reçut la coupe des mains d'Anouk Aimée, tandis qu'un réalisateur japonais, Hiroshi Tegishihara, se vit attribuer le prix spécial du jury pour La femme du sable. Plusieurs présidents directeurs généraux pensent avoir trouvé le moyen d'éviter l'infarctus du myocarde grâce à un procédé d'une simplicité étonnante et qui ne nécessite qu'un bagage des plus réduits. Chaque fin de semaine, réunis dans un club, plusieurs chefs d'entreprise pratiquent tout simplement le retour aux sources. Seule condition, ne devoir leur subsistance qu'à la seule nature et aux armes et outils fabriqués de leurs propres mains. Étonnant bain de jouvence que ce retour à la simplicité originelle, puissant dérivatif que cette priorité accordée à la vie matérielle dans ce qu'elle a de plus élémentaire et de plus immédiat. Mais le retour à l'âge de pierre n'exclut pas les sentiments. Et tel Ésaü, le Benjamin de la tribu échange sa venaison contre un témoignage de sa piété filiale. Au mégalithique retrouvé, seule concession au XXe siècle, un billet pour la fête des mères.
Sans remonter dans la préhistoire, il existe un moyen de limiter à 8 heures par jour le fracas de la capitale. C'est de vivre à la campagne. À 20 minutes de l'étoile, la rupture est totale. Ici, tout n'est que calme sur la terre. Tout n'est que pureté dans l'air. Un milieu idéal pour le retour à l'équilibre et le repos intégral. Vivre à la campagne, certes, mais vivre confortablement. En appartement comme en ville, avec le même standing, mais un appartement autour duquel tout redevient facile dans un cadre à l'échelle humaine. Loin de la ville survoltée, la vie reprend toute sa plénitude dans une atmosphère de vacances. Pour le citadin, l'heure du choix est arrivée. Choix entre les boulevards et fontenelles fleuries, entre le vacarme de la circulation et le chant des oiseaux, entre les nerfs à vif et la sérénité. Comme le disait un humoriste, le rêve serait de construire les villes à la campagne. Ce n'était pas un humoriste, c'était un visionnaire. Par 40 degrés à l'ombre, M. Khrouchtchev et le colonel Nasser ont apporté leur pierre au barrage d'Assouan. Mais on attendait d'eux un autre geste d'une immense signification pour l'histoire de l'Égypte, liée depuis des millénaires au régime du Nil. En appuyant sur le bouton qui a mis le feu à une charge de 160 kg de dynamite, les deux hommes d'État ont dévié le cours du fleuve, qui passera désormais par le canal de dérivation creusé dans le granit à coups d'explosifs. 10 ans seront encore nécessaires pour achever cet ouvrage dont M. Khrouchtchev a dit qu'il méritera d'être appelé la 8e merveille du monde. Si l'homme ne peut réaliser le mouvement perpétuel, du moins l'emprunte-t-il à l'océan. Dans 2 ans, l'électricité de France domestiquera l'énergie des marées à l'embouchure de la Rance. Le dernier bâtard d'eau destiné à boucler la digue provisoire a été mis en place au premier jour du printemps. Cette opération délicate terminait la série des travaux préliminaires qui ont abouti à la création d'un lac artificiel au milieu de l'estuaire. On l'a asséché maintenant pour construire en pleine terre l'usine proprement dite. Avec M. Maurice Bokanovski, ministre de l'Industrie, le président de l'EDF, M. Guillaume, et le directeur général, M. de Selle, ont convié une centaine de personnalités à inaugurer cette nouvelle phase des travaux. La première usine marémotrice du monde marque une date dans l'histoire de la recherche des nouvelles sources d'énergie. Toulouse-Lautrec. Une tombe dans un petit cimetière du Bordelais rappelle le nom d'un peintre génial qui naquit il y aura 100 ans cette année à Albi. Le Premier ministre, M. Georges Pompidou, a ouvert une série de manifestations commémoratives en dévoilant une plaque sur l'hôtel du Bosc où précisément commença cette vie qui, dès le premier instant, fut marquée par le destin. Quand naquit l'héritier des comtes de Toulouse-Lautrec, l'orage s'était déchaîné. Le château du Bosc, en Albigeois, où il va grandir, sera le cadre d'une enfance heureuse, au milieu de l'affection familiale, et dans l'écho presque quotidien des chasses à courre. Ses premiers dessins, car si l'on chasse on dessine beaucoup dans la famille, seront des dessins de chevaux. Mais le descendant des comtes de Toulouse ne pourra jamais être, comme il se l'imagine, un hardi cavalier. À 13 ans déjà atteint d'une maladie des os, il tombe de sa chaise. Il restera difforme et sur le mur où l'on note anxieusement sa croissance, le trait s'arrêtera inexorablement à 1,52 m. À 16 ans, il a décidé de son destin. Il sera peintre. Et c'est la découverte de Paris. D'un Paris peu différent aux automobiles près de celui que nous a montré le cinéma naissant. La tour Eiffel va pousser sur les bords de la Seine. Au 10 de la rue Constance, à 2 pas de la rue Le Pic, le jeune comte Henri sera l'élève de Cormon. Il promènera bientôt cette silhouette étrange qui ne changera plus, jusqu'à la fin. Une silhouette familière dont se souvient encore Amélie Perret qui débutait à la fin du siècle dernier dans la troupe du Moulin Rouge et que le reporter des actualités françaises a eu la chance de retrouver. J'ai 84 ans et je me souviens bien de lui comme si c'était hier. Quand on l'a vu une fois, on ne peut pas l'oublier. Il était là au Moulin Rouge presque tous les soirs. Quand on dansait, il nous regardait fixement. Vous voyez, moi je suis là.
Le contact avec Montmartre a été décisif. Le Moulin Rouge, où l'on vient de toute l'Europe écouter les chanteuses en renom et voir danser de singuliers ballets, trouve en lui un client familier, mais aussi un observateur attentif. Et pour nous, aujourd'hui, il n'est plus possible de séparer les figures du célèbre quadrille des images que Toulouse-Lautrec en a fixées. Le Paris d'alors découvrit Lautrec à travers les danseuses du cancan, Grille d'égout, Nini patte en l'air et surtout la Goulue. L'affiche qu'il brosse pour le Moulin Rouge fait connaître le peintre, mais l'homme. Difforme, Toulouse-Lautrec se moquait volontiers de lui-même, mais sa bonne humeur cachait son drame intime. C'est sans doute l'oubli de sa disgrâce qu'il est allé chercher auprès de ses réprouvés d'un autre genre, dont Monsieur Henri, comme elle l'appelait, nous a laissé une vision si terrible. L'oubli, il est allé le chercher dans l'alcool, avec un tel acharnement qu'il avait fait truquer sa canne pour avoir de l'absinthe toujours à sa portée. À 36 ans, le château de Malromé, que sa mère habite dans le Bordelais, le voit revenir, usé, à son fauteuil d'impotent. Il a brûlé sa vie. Et une nuit de septembre, il est sur son lit, paralysé. L'orage, cette fois encore, éclate. Quand le soleil revient sur Malromé, à l'âge où son ami Van Gogh s'est suicidé, Toulouse-Lautrec a accompli son destin. Tout d'abord révélé par l'affiche, son œuvre va bientôt être reconnue universellement. Et le nain génial va se placer au rang des peintres les plus grands. 6 années séparent le portrait du jeune Routy, peint à 18 ans, de compositions importantes comme le Moulin de la Galette, puis de la Danse au Moulin Rouge. Lautrec, entre-temps, a acquis son style caractéristique et ce pinceau va devenir impitoyable. Il saisira désormais avec une maîtrise sans faiblesse les dégradations humaines. Sous les séductions de la Goulue, il cernera l'arrogance, la grossièreté, la férocité. Avec lucidité, il dégagera la belle époque de sa légende pour nous en transmettre la vérité. Visionnaire de la réalité, Lautrec, à 31 ans, appartient déjà à la lignée des Degas, des Manet, des Renoir. Rotterdam est devenu le port de la Lorraine. Le port où les minéraliers venus d'outre-mer pourront déverser dans les péniches accostées bord à bord les minerais destinés au bassin industriel français. Les convois poussés, lourds de leurs 3000 tonnes, pourront en effet, à partir de Coblence, remonter la Moselle en même temps que les automoteurs chargés du coq de la Roure. La rivière paresseuse des vignobles est devenue l'artère économique au gabarit international dont rêvait Robert Schuman, avec les 13 écluses qui la jalonnent à travers l'Allemagne, le Luxembourg et la France. La sidérurgie lorraine va lui devoir, avec une diminution de 20 à 40% des tarifs de transport des matières premières, une amélioration considérable de son économie. Mais cette réalisation a aussi une autre portée. Première étape de la voie navigable Rotterdam-Marseille, la canalisation de la Moselle apparaît dès maintenant comme un élément capital de l'équipement européen. C'est cet aspect qu'ont mis en valeur le général de Gaulle, le président Lübke et la grande duchesse Charlotte en accomplissant ensemble le voyage inaugural de l'écluse d'Apac à celle de Trèves. Œuvre commune de 3 États, la canalisation de la Moselle qui fait du Luxembourg une puissance fluviale établit du même coup un trait d'union entre le bassin industriel de la Roure et celui de la Lorraine. Elle réunit 2 industries lourdes qui furent le symbole d'un siècle de rivalité entre la France et l'Allemagne. À Trèves, les 3 chefs d'État ont pu à juste titre saluer la contribution apportée aujourd'hui à l'unification de l'Europe. Cette Europe qui est déjà devenue une réalité pour le village français d'Apac et de ses 2 villages voisins luxembourgeois et allemands, où le pointillé traditionnel des frontières n'existe déjà plus pour les écoliers. Une preuve nouvelle vient d'être donnée de la volonté des pays européens d'abattre les barrières séculaires
pour former un seul et unique marché de plus de 160 millions de clients et où les bureaux de douane finiront bien un jour par perdre toute raison d'exister. Budapest a failli être l'étape du redressement pour l'équipe de France de football en maillot foncé. De fait, le début du match est mené tambour battant par les joueurs français qui donnent l'impression que rien ne peut les arrêter, pas même les 2 buts de retard qu'ils ont concédés à l'issue du match aller à Paris. C'est à peine si les Hongrois parviennent de temps à autre à toucher le ballon. En moins de 2 minutes, l'équipe de France a pris le match en main. Et Nestor Combin, l'homme de toutes les audaces, va marquer un premier but. Dans les tribunes, les supporters français en attendent d'autres. Ils attendront en vain pendant 24 minutes. Et au bout de cette période, c'est contre toute attente la Hongrie qui égalise sur une faute grossière du gardien de but Bernard, qui laisse passer, on se demande encore comment, un tir sur coup franc du Hongrois Sipos. Le ressort est détraqué, le bel aplomb des Français s'effrite et les Hongrois reprennent bien vite le match en main. Ils marquent un second but et battent ainsi l'équipe de France pour la 2e fois consécutive. Foule des grands jours aux arènes de Madrid, où ceux qui n'ont pu se procurer de billets doivent recourir aux moyens extrêmes pour assister à ce qui promet d'être la corrida de l'année. À l'affiche, celui que l'on considère comme le plus grand matador depuis Manolete, El Cordobés. 3 ans auront suffi à ce novillero inconnu pour accéder à la toute première place. Manuel Benítez Pérez, dit El Cordobés, le Cordouan, ne laisse personne indifférent. On aime ou on déteste sa nonchalance apparente, sa désinvolture affectée, mais nul ne peut contester son courage et son audace. Soudain, c'est le drame. Trois fois, la corne du fauve a labouré les chairs. Des 3 plaies, celle de la cuisse est la plus grave. L'artère fémorale est rompue. Opéré d'urgence, El Cordobés sera sauvé de justesse. C'était sa 14e blessure. Cette fois, c'est à Margate qu'ils ont réglé leur compte. Les rockers, les casseurs, blousons de cuir discrètement parés, les égéries des 2 camps, et les mots, les modernes, élégance de bonne aloi et allure d'intellectuel. Nul ne saurait dire comment les choses ont commencé, mais en quelques minutes, toutes les réserves furent engagées de part et d'autre sur la plage de la paisible station qui n'avait jamais connu pareil vent de folie. Ce fut une belle empoignade. Les isolés eurent évidemment tous les torts, et leurs tête-à-tête furent exempts de la plus élémentaire courtoisie. La police arrêta une centaine de ces furieux. Ils seront condamnés avec circonstances atténuantes, que ceux qui connaissent les dimanches anglais leur jettent la première pierre. C'est devant son domicile parisien que la femme du constructeur d'avions Marcel Dassault a été enlevée en pleine nuit, malgré la présence de son mari et de son chauffeur. Le ratissage de la région parisienne a permis aux gendarmes de Creil de retrouver la prisonnière dans une ferme inhabitée de Villers-sous-Saint-Leu. Si le rapt avait été organisé de main de maître, la séquestration sous une tente sommairement meublée l'était beaucoup moins. Pendant son transport, Madame Dassault avait été chloroformée, puis obligée de porter des lunettes opaques pour l'empêcher de voir où elle était emmenée. La captivité de Madame Dassault n'aura duré que 34 heures, mais c'est un week-end qu'elle n'est pas près d'oublier. C'est en effectuant une tournée de 3 semaines au Japon qu'André Cluitens et l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire ont découvert, avant le million de visiteurs attendus pour les Jeux Olympiques, un Tokyo en pleine fièvre. Dans cette capitale de 11 millions d'habitants dont la population a presque triplé en 20 ans et où circulent aujourd'hui près d'1 million de voitures contre 65 000 en 1950, les autoroutes en voie d'achèvement déroulent leurs rubans de béton sur 16 mètres de large et à 10 mètres au-dessus du sol. En plein cœur de la ville, 50 km d'autoroute permettront de survoler les anciennes rues, solution hardie qui incitera peut-être l'automobiliste parisien à s'offrir des vacances à Tokyo.
Par la grâce de quelques enseignes, les musiciens français ne se sont pas sentis complètement dépaysés dans ces rues qui n'ont pas de nom. Dans le quartier de Ginza, les Champs-Élysées de Tokyo, Alain Delon tenait l'affiche d'un cinéma. Le cinéma, du reste, devait leur ménager une rencontre, celle d'une vedette que tant de films, de forfaiture au pont de la rivière Kwai, ont rendu célèbre. Et ils ont emporté la signature de Sessue Hayakawa sur le programme du 7e Festival de musique d'Osaka. Le public a très vivement apprécié la courtoisie tout orientale de cet orchestre français qui a parcouru 15 000 km pour l'amour de l'art et la révérence d'un élégant kimono. À Tokyo, par contre, s'orchestre une musique concrète, celle des bulldozers et des excavatrices qui fouillent la plaine de Kwanto pour creuser les fondations du complexe olympique. Tout d'abord, cette étonnante piscine qui sera couverte d'un toit suspendu en forme de pagode, dont l'équilibre géométrique est destiné à défier les tremblements de terre. Elle sera la plus grande piscine du monde. Le Japon a voulu bien faire les choses. Les matchs de football se dérouleront dans ce stade. Cette construction très moderne voisine avec le stade de volley-ball et le gymnase de 3000 places où seront disputées les épreuves de lutte. Terminé depuis le début de l'année, le Metropolitan Gymnasium avec ses 6000 places abritera les épreuves de gymnastique. Les matchs de water-polo seront disputés au Metropolitan Swimming Pool, la piscine des records du monde. Pour loger les 7000 athlètes, 230 pavillons et 14 immeubles formeront le village olympique. Quant au stade, qui servit en 58 aux Jeux asiatiques, il a été agrandi et peut contenir 80 000 spectateurs. On n'attend plus que la flamme olympique.